Yo tout le monde, ici je joue pas tout seul car je suis avec mon partenaire Ulysse, bon, qui n'a malheureusement pas vu le film en question, donc il ne donnera pas d'avis dans le cadre de cette vidéo. Et donc aujourd'hui nous allons effectuer la première critique de l'année 2026, en tout cas la première critique de 2026 qui concerne une œuvre de 2026, je l'ai bien enchaîné. 28 ans plus tard, le Temple des Os de l'os, donc The Temple of Bone, ce qui a plus de flow que le titre en français. Donc l'avantage de cette critique, c'est que je vous ai déjà donné mon avis sur la saga 28 ans plus tard, et sur le précédent film il y a quelques mois de cela, en compagnie du collègue Yann Axel que je salue, donc vous pourrez vous rapatrier sur cette critique avant de passer à cette critique-là, sur la suite de 28 ans plus tard. Donc déjà c'est assez rare d'avoir une suite d'un film seulement quelques mois après le précédent, donc là on est environ 7 mois je crois, 7-8 mois après du coup 28 ans plus tard. Et donc mon avis sur 28 ans plus tard, si jamais vous vous posiez la question, n'a pas tant changé que ça depuis la review, parce que c'est un film que j'ai quand même pas mal apprécié, que j'ai apprécié de façon générale, mais par rapport à la bande-annonce qui était absolument fantastique, le film avait un peu déçu, et il y avait des éléments dans le film qui m'avaient quand même dérangé, et qui avaient un peu nui à mon appréciation globale, notamment la subtilité du traitement du personnage de Aaron Taylor Johnson en tant que père pas gentil, qui était pas du tout subtil et assez cliché j'ai trouvé, et par rapport à ce qu'on a pu avoir dans la saga entre autres, donc notamment Ulysse qui se lèche les couilles en ce moment, ou le personnage de Aaron Taylor Johnson qui est un père violent pas gentil, ce qui était pas du tout subtil, le truc du Brexit que j'ai trouvé beaucoup trop gros et un peu surréaliste, ou le personnage de Jodie Comer qui un coup extrêmement malade ne peut pas se déplacer, et le coup suivant elle se balade tranquille. Donc il y avait des facilités, des choses comme ça qui m'avaient un peu dérangé dans la vision qu'avaient Danny Boyle et Alex Garland dans la résurrection de la franchise 28 jours plus tard. Et donc dans cette suite, on va essayer de faire une petite partie sans spoiler, même si je vais spoiler le précédent film. Eh bien j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé le film assez réussi globalement, thématiquement parlant, etc. Après, je sais pas où le placer par rapport au précédent, c'est que comme j'ai dit, le précédent, il y avait des défauts de scénario qui me dérangeaient, mais globalement je crois qu'il y a le montage, la mise en scène virevoltante de Danny Boyle, qui essaye énormément de choses, qui est très dynamique, très réactif, etc., donner un cachet à l'œuvre qui avait une patine assez particulière grâce à l'utilisation des iPhones, avec un casting qui était très très réussi, et des potentiels de narration que je n'avais jamais vu dans des films post-apocalyptiques avant, notamment le personnage de Ralph Fiennes, qui est un peu une anomalie je trouve, dans tous les archétypes de personnages un peu post-apo qu'on peut avoir dans les séries ou autres, notamment, parce que même si Alex Garland est très très fan de The Last of Us, il a quand même réussi à créer des choses assez neuves dans ce nouvel univers, tout en incluant des logiques à The Last of Us, notamment ce père avec ce fils, même si là il va complètement tordre un peu ce cliché-là du père et du fils, en allant sur une autre direction, ou le fait d'avoir des zombies qui sont dans différents stades de mutation aussi, ce qui faisait un peu varier le lore du coup de cet univers, et puis la présence militaire aussi, et bien toute cette partie-là est quasiment mise de côté dans ce second film-là, qui va beaucoup plus s'appuyer sur un fond idéologique envers deux personnages, qui sont les personnages de Ralph Fiennes, c'est le personnage du coup de Jack O'Connell, Sir Lord de Jimmy Crystal, du coup qui avait été introduit de façon très surprenante à la fin de 28 ans plus tard, avec cette séquence très Power Rangeresque qui a marqué beaucoup, en positif autant qu'en négatif je pense, et c'est très marrant de voir les avis très divergents entre ce film, entre les critiques positives et les critiques négatives, c'est que j'ai tout vu sur ce film. C'est qu'il y a des gens qui ont détesté le précédent, qui ont kiffé celui-là, des gens qui ont adoré le précédent, qui ont détesté celui-là, des gens qui détestent les deux, des gens qui adorent les deux, pour différentes raisons. Donc j'ai vraiment vu de tout sur ce film, et je trouve que ça rend, en vrai je trouve que ça rend cette nouvelle franchise de 28 ans plus tard assez intéressante. C'est que je trouve qu'il y a un peu cette vibe ça m'a rappelé un peu le comeback de Ridley Scott dans la saga Alien, ce retour soudain à la franchise 28 ans plus tard, tout en y injectant une tonalité, une ambiance, une technique, des thématiques inédites et très très particulières par rapport à ce qu'on a pu avoir dans les deux précédents films qui étaient quand même assez déconnectés. C'est que là, j'ai vraiment l'impression que Alex Garland a beaucoup évolué en tant que scénariste et que cinéaste depuis le premier 28 jours plus tard, ce qui est le cas. Il a envie de nous introduire à sa vision à lui, sa vision très féminisée, futuriste, très idéalisée, idyllique, mais un peu trop peut-être progressiste de sa vision post-apocalyptique, et à la fois c'est un truc qui va emmerder énormément de gens. C'est ce que j'ai vu avec la critique de Meirage par exemple, qui a vu beaucoup de choses que moi je n'avais pas vu lors du visionnage de ce nouveau 28 ans plus tard, que j'avais par contre vu dans le visionnage du premier quand même, puisque c'était beaucoup moins subtil. Je pense pas comme si ça allait non plus dans ce film là, mais ça allait quand même un peu plus. Et d'autres qui vont complètement accepter cette vision et la prendre telle quelle, c'est-à-dire on est dans une question d'interprétation, on est dans une question d'objectivité, parce que pour moi objectivement les deux films 28 ans plus tard 1 et celui-là
sont globalement de bons films, et les éléments qui vont faire que les gens seront divisés par ces œuvres de façon générale, ce sont les thématiques que Alex Garland a imprégnées dans ces deux œuvres. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on est partisan? Est-ce qu'on n'est pas partisan? Est-ce qu'on a accepté cette vision qui ne nous correspond pas à nous forcément? Ça, c'est à vous de voir, parce que sinon, en dehors de ça, j'ai passé un très bon moment devant le deuxième, devant ces deux films-là. Beaucoup plus devant le deuxième, parce que devant le premier, il y avait la hype générée par le fait que c'était le comeback de Danny Boyle, de 28 jours plus tard, etc. Et par rapport à la bande-annonce qui était fantastique, et qui a fait un peu retomber le soufflet lorsque j'ai vu le film, même si le film reste très bon. Là où celui-ci, comme il y avait déjà la mini-déception du précédent, j'avais pas des attentes immenses pour celui-ci, encore moins en sachant que c'était Nia DaCosta et non Danny Boyle qui faisait ce film-là. Nia DaCosta que j'ai jamais trop apprécié. Nia DaCosta, je n'ai vu que de Marvel, ce qui est pour moi le pire film du MCU, sinon Seb déteste le film Candyman, sa réinterprétation de Candyman que je n'ai pas vu. Donc mes a priori étaient quand même beaucoup plus faibles sur ce nouveau film-là. Ce qui fait que une fois ayant vu le film, j'ai plutôt été positivement surpris. J'ai été assez surpris par le film et j'ai passé un assez bon moment. Donc c'est ce que je vous dirais de façon générale. Après pour moi, c'est là où je peux pas vous dire quel est le meilleur entre celui-là et le précédent. C'est que le précédent misait beaucoup plus sur du lore, sur des personnages un peu plus chorales, des militaires, Ralph Fiennes avec son temple des eaux, la fin très très particulière, ce fameux village avec ce gamin, la mutation des zombies, le contexte géopolitique. Le premier film était beaucoup plus global, beaucoup plus important dans l'échelle qu'il veut nous retranscrire, et voulait nous créer un sentiment de tension et de parallèle avec l'histoire, où ça nous saupoudrait de flashbacks et autres, là où celui-ci est beaucoup plus psychologique et beaucoup plus présent dans la manière de nous dépeindre des visions. Je viens de perdre le salon durant cette critique, donc maintenant on va tourner ici. Désolé, au revoir Ulysse, merci pour ta participation. Mais c'est ce que je disais, c'est qu'on est sur un film qui est beaucoup plus psychologique, qui est beaucoup plus concentré sur des idées de vision et d'idéaux qu'on met en parallèle et qu'on confronte. Et donc on est sur quelque chose de plus viscéral. Et donc je trouve que c'est une confrontation qui est assez intéressante, c'est que du coup les deux films sont vraiment différents, parce que par exemple on a le protagoniste principal qui est Spike, qui n'est pas le protagoniste de celui-ci. C'est que dans ce film-là il n'y a pas vraiment de héros, on va dire. C'est que le film est vraiment scindé entre le personnage de Ralph Fiennes et celui de Jack O'Connell, du coup. Là où Spike continue son arc narratif mais n'est pas du tout le centre de l'œuvre, et ça avait été dit que la trilogie serait des films totalement différents en termes de style, de structure et autres, et c'est totalement ce qu'on a avec le film de Nia DaCosta. Le truc qu'on pourra critiquer bien sûr, je pense, c'est que la réalisation est beaucoup plus académique, c'est qu'on retrouve des codes que Danny Boyle avait laissés dans le précédent film, avec les steadicams braqués sur les visages des personnages, les timelapses absolument magnifiques autour du temple de l'os, par exemple, et des plans larges assez bien soignés, etc. Des jeux de lumière assez cool, même si la photo est un peu différente et peut-être un peu inférieure au précédent, et des séquences assez haut en couleur, très british, qui te rappellent que cette saga est vraiment différente des autres sagas typées post-apo, on va dire. Mais en même temps, la réalisation reste quand même assez académique, assez simple. C'est que c'est correctement fait, c'est très efficace, mais on est loin de l'énervement, de la nervosité, de la tentative de révolution un peu que Danny Boyle avait essayé d'installer dans le précédent. Là, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Mais en même temps, je trouve que ça participe au style du film. C'est que le premier se voulait beaucoup plus effréné, beaucoup plus speed. Là où celui-là est clairement contemplatif et clairement plus calme et plus psychologique. Donc je trouve que la réalisation s'apparente à la tonalité que veut avoir ce film-là, pour le coup. Donc il y a ça. En termes de DA, c'est aussi inférieur au précédent, parce qu'en fait, grosso modo, on reprend les décors du précédent. C'est le seul décor un peu original, c'est qu'on a une pseudo-ferme, qu'on n'avait pas vu dans celui d'avant, et on a une intro qui se déroule sur une piscine vide, que j'ai plutôt bien aimé, parce qu'on utilise la piscine comme une espèce d'arène, avec le trône du roi en face, qui regarde du coup le combat de l'arène. À part ça, nous sommes sur les mêmes décors que dans le précédent film, donc l'ADA n'est pas du tout supérieur au précédent. Surtout qu'en termes de séquences, je pense qu'on aura quand même beaucoup moins de scènes marquantes que dans le précédent. C'est dans le précédent, on avait quand même des séquences en termes de photos, de montage, de style, de musique, qui était très très mémorable, la séquence des boots, la séquence très christique avec nos deux héros qui courent sur l'eau avec les aurores boréales derrière eux qui étaient magnifiques, le décès de la mère qui est mise en scène de façon très très poétique aussi dans le précédent. Là, dans ce film-là, il y a deux scènes je pense qu'on va retenir, mais qu'on va surtout retenir surtout grâce à leur tonalité plus qu'à leur mise en scène. Une scène de torture assez viscérale qui plaira ou pas, parce que à la fois c'est viscéral, parce que les actions qui sont effectuées sont très violentes, mais à la fois la mise en scène essaye de rester plus subtile et de cacher la violence, on va dire. Donc c'est viscéral sans trop l'être. Donc je trouve qu'on a un juste équilibre sur quelque chose de très violent, sans que ce soit trash et irregardable, mais c'est une séquence qui peut choquer malgré tout. Et le climax final très surprenant, on va dire,
qui je pense va interloquer plus d'un, clairement, comme moi j'ai été interloqué. Mais sinon, en termes de musique aussi, je trouve que c'est inférieur à ce qu'avait composé Young Fathers dans le précédent film, où il y avait des musiques qui étaient très très stylées, très très cool en termes de ton, très très originales. Là où ici on a Hildur Guðnadóttir qui avait fait les musiques de Joker et de Tar, et on ressent bien que c'est elle, que c'est son style. Une BO qui n'est pas non plus extrêmement mémorable non plus. La structure aussi peut-être moins maîtrisée que dans le précédent, parce que dans le précédent on suivait un gamin qui suivait une évolution de A à Z. Là dans celui-ci, il y a une logique plus télévisuelle, on scinde 2 arcs en 2 parties, Ralph Fiennes et Jack O'Connell comme j'ai dit, on se perd pas. Et je trouve par contre qu'en termes de ton, ça crée un contraste qui est intéressant parce que l'arc de Ralph Fiennes c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé que l'arc beaucoup plus violent et terrorisant des Jimmys. Donc il y a aussi ça qui est intéressant. Et en dehors de ça, le film, je trouve en fait que c'est plutôt l'histoire qui m'a fait que le film m'a convaincu. C'est que le film, j'ai trouvé plutôt bien rythmé, c'est qu'il est peut-être plus contemplatif et posé que le précédent, mais je trouve pas chiant, je trouve que l'ambiance est quand même bien maîtrisée. On est toujours sur cette ambiance assez sombre et impitoyable de la saga 28 ans plus tard, 28 jours plus tard. Et je pense qu'on est peut-être même sur l'un des films les plus violents. Je pense que c'est le plus violent depuis 28 semaines. C'est que 28 jours l'était, mais 28 semaines, c'était plus psychologique. Là où pour le coup, 28 semaines était vraiment très très violent de tête. 28 ans ça allait. Celui-ci, on se rapproche beaucoup plus de la violence de 28 semaines, je trouve. C'est que la violence, c'est vraiment très très présente, c'est comme je vous l'ai dit. Il y a une scène de torture qui choquera ou pas, comme j'ai dit. Il y a des séquences où ça arrache des têtes de façon assez claire et nette. Il y a la séquence d'intro qui est aussi assez sanglante aussi. Donc le film est quand même sacrément violent et je trouve que ça s'apparente aussi bien. C'est que le premier film était un film sur la famille, sur le deuil et sur la bonté qu'on peut trouver dans la mort. Ce film-là, c'est sur le mal. C'est sur le mal absolu, en fait. C'est un film qui va être en parallèle la guérison et la corrosion, on va dire, et j'ai surtout en parlé en spoiler. Et j'ai entendu des gens dire que ce film était inutile, je suis pas d'accord. Dans le sens où je trouve que ce film ajoute des contrastes et des thématiques intéressantes dans la saga qu'on n'avait pas forcément eu avant, et des profils de personnages qui vont ajouter davantage de profondeur et d'intérêt à cet univers. Ça va élargir un peu le spectrum de cet univers-là, qui, en dehors d'un petit village, en dehors de Cillian Murphy, en dehors des militaires, etc., il y a cette vision de la mort qui est portée par Ralph Fiennes, c'est cette vision du coup satanique portée par les Jimmys, qui nous montre un peu cette déconstruction un peu de la Grande-Bretagne, sous cette identité très funk, dark, et sous ce désespoir en fait. Même si c'est un film qui veut quand même nous donner de l'espoir, c'est que ce film-là a de l'espoir en lui quand même, et c'est ça qui va rendre le film assez complexe, c'est que on va plus ou moins faire développer davantage le contexte du virus, de comment le virus existe et de comment il pourrait peut-être être annihilé entre guillemets. Donc il y a une avancée sur ça. Et en dehors de ça, le personnage de Spike continue son avancée, il continue son épopée qui sera censée se terminer dans un 3e et dernier film normalement si tout va bien. Après, à l'heure où je tourne cette vidéo, le film est un très gros flop, il fait 2 fois moins que le premier qui déjà n'était pas un gros succès, il fera moins de 100 millions de dollars je pense pour un budget de 63 millions de dollars, donc le film ne sera pas un succès. Après, le studio a déjà commandé le 3e film, mais est-ce qu'ils vont garder cette commande ou pas? C'est que le film là il a quand même pas mal floppé, donc est-ce qu'ils vont quand même faire ce 3e film malgré le flop? Après c'est pas un spoiler, on le sait, mais on sait que Cillian Murphy sera dans le 3e film, peut-être que juste son nom suffira à ce que du coup le film se fasse quand même malgré l'échec de celui-ci, nous verrons bien. Mais ouais, je suis quand même assez triste que le film est flop aussi. Et en termes de performance, je trouve que Ralph Fiennes s'amuse de fou. Il se fait plaisir. Son rôle est toujours aussi attachant, aussi touchant, aussi sobre. Et puis il y a des moments où il va tellement prendre à la rigolade de son côté théâtral qui va complètement nous surprendre. Et c'est en ça qu'il est vraiment très très fort. Jack O'Connell joue un méchant différent du méchant qu'il avait joué dans Sinners. Même s'il y a toujours ce délire de personnage qui va être invité dans une maison, qui est prêt à torturer des gens, etc. Il y a un peu cette logique-là de personnage vicieux. Mais ce personnage est encore pire que celui de Sinners, pour qu'il est encore plus vicieux, plus détestable, et je trouve je le trouve assez charismatique, je trouve qu'il le campe très très bien, et ça fonctionne assez bien dans tout ce que l'on sait de ce groupe, et dans la contextualisation un peu religieuse que ce groupe apporte aussi, donc il y a ça aussi qui est intéressant. J'aimerais aussi faire un petit big up aux zombies, donc Samson, qui a le droit à une évolution assez forte et assez touchante, et j'ai rarement vu un arc comme ça pour un zombie. Déjà c'est rare d'avoir un arc pour un zombie, mais là on en a un, et il est assez réussi pour le coup. Spike est toujours aussi bon, même si là c'est pas son film pour le coup. Et le reste du casting est assez maîtrisé. Il y a aussi l'actrice Erin Kellyman, actrice qu'on voit partout, mais souvent dans les mauvais trucs. C'est que Erin Kellyman, elle était dans elle était dans Falcon and the Winter Soldier, elle était dans Solo Star Wars Story, elle était dans Willow, elle était dans Green Knight, qui était bien. Mais c'est vrai que j'ai toujours vu dans les projets un peu nuls, donc là ça fait du bien d'avoir un truc qui est plutôt pas mal. Elle fait le café, même si elle est pas exceptionnelle non plus. Et puis globalement, voilà, c'est un film que je vous recommande. C'est que si vous aviez été épuisé par 28 ans plus tard, celui-là est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus peut-être philosophique.
Après, celui d'avant, il était aussi, mais celui-là est plus ouvertement philosophique, on va dire. Il est beaucoup moins effréné, il va beaucoup moins vite, et beaucoup plus psychologique et beaucoup plus intimiste que le précédent qui nous introduisait une pléthore de personnages et de contextes. Là, on est vraiment focus que sur des personnages qu'on a vus dans le film d'avant et qu'on va développer davantage pour faire ressortir des thématiques assez pertinentes. Donc je dirais que c'est un film qui est assez intéressant. Je sais pas si c'est meilleur ou pas, parce que le truc c'est que je pense que j'ai passé un meilleur moment devant celui-là que le précédent, parce que même s'il n'y a plus la forme irréprochable et couillue, on va dire, de Danny Boyle, tout ce qui me dérangeait dans le précédent, c'est-à-dire le Brexit, le père violent, etc., ils sont pas présents dans ce film-là. Et donc tout ce que je vois dans ce film-là, de façon générale, me satisfasse et me plaise, on va dire. Donc c'est quelque chose que je trouve intéressant, mais je trouve qu'en tout cas, même si pour moi ces deux films sont quand même plus imparfaits que les deux premiers films 28 jours et 28 semaines, qui pour moi sont des bangers, surtout le premier bien sûr, je trouve que cette saga prend une direction et prend des décisions et effectue des choses assez intéressantes, assez uniques et assez singulières dans le paysage audiovisuel et dans le paysage du cinéma, des univers post-apo de zombies, on va dire. Et rien que pour ça, je suis content que ces deux films existent, en espérant que le troisième verra le jour et soit une pure réussite aussi. Donc à partir de là, je vais commencer à spoiler ce film. Donc je trouve ça assez cool d'introduire le film par les Jimmies et par cette séquence vraiment type arène où on utilise une piscine en tant qu'arène avec le trône de Jimmy Crystal qui surplombe cette espèce d'arène de piscine avec des fuites de lumière qui créent ce côté un peu divin qui est là pour iconiser ce personnage qui se voit comme l'antéchrist. Et je trouve que rien que dans le peu d'infos qu'on avait du personnage dans le premier 28 ans plus tard, je trouve que le personnage est déjà assez intéressant et assez bien trouvé. J'aime beaucoup l'idée du personnage de Jimmy. C'est que rien qu'avec l'intro de 28 ans plus tard et la fin du film, ça crée une boucle qui par le côté chaudron tel de la chose, donc le fait qu'on n'a pas besoin d'expliquer verbalement d'où vient ce personnage-là, on comprend d'où il vient, on comprend pourquoi il est comme ça, et je crois que déjà que 28 ans plus tard, il fait un bon travail pour installer ce personnage-là qui était présent en tant qu'enfant dans l'intro, en tant qu'adulte à la fin, et on avait des petits briefs de sa présence avec des cadavres, avec l'inscription de Jimmy sur les cadavres. On comprenait le barbarisme du personnage, on va dire. Et donc ce film va étoffer le personnage de Jimmy, qui est le grand méchant de l'œuvre, bien sûr. Et je trouve l'idée très intéressante parce que c'est un truc que j'ai jamais vu dans le cinéma post-apo, hein. C'est-à-dire, on a des groupes basés sur le culte de la personnalité, ça on en a déjà eu, hein. C'est là, ça m'a beaucoup fait penser à Negan et au Je suis Negan, c'est que là ce sont tous des Jimmy, hein, par exemple. Mais l'idée d'avoir pris un personnage durant les derniers jours de l'Ancien Monde et qui a retenu que ce qui n'était pas bien retenu dans l'Ancien Monde et les a déformés de façon à devenir quelqu'un d'extrémiste, ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu, que j'ai trouvé très intéressant, le fait que du coup on se serve de la télévision, donc des Teletubbies notamment, pour créer l'identité de ce personnage-là qui va se baser sur le côté très théâtral, très cartoonesque des Teletubbies, pour créer cette personnalité de lui très colorée, très funk, très rébellion britannique, on va dire, tout en déformant la religion de son père qui était pasteur et son père qui est mort en se faisant passer pour l'envoyé de Dieu qui annonce l'apocalypse. C'est que dans le premier film, on te montrait la mort du père comme un pasteur qu'on vénérait par les zombies, on va dire. Et lui, il va choisir de déformer la religion de son père qu'il voit comme un traître, pour se considérer comme l'antéchrist, en fait. Et je trouve que ce mix entre Teletubbies, critique du divertissement, et espèce de déformation de la religion par cet enfant qui n'a jamais grandi, en fait, je trouve que ça crée un personnage assez fascinant avec ce personnage, du coup, qui ne veut plus assumer son père, qui voit son père comme une ordure, et qui se voit, du coup, comme un envoyé de Dieu, mais comme l'envoyé inversé de Dieu, comme l'envoyé de Satan, en fait. C'est que son père est mort en annonçant l'apocalypse, et donc il se voit un peu comme l'élu de l'apocalypse, le survivant de cet apocalypse-là, et donc l'homme qui doit apporter la violence et la parole sanglante de son père Satan, donc il appelle Old Neck en VO du coup. Donc je trouve que l'écriture et la perception du personnage est assez fascinante dans cette appréhension-là, surtout qu'en plus, ça tout le monde l'a dit partout, mais le personnage est inspiré de Jimmy Savile, grand présentateur télé iconique de la BBC britannique du coup, qui était connu pour s'habiller de façon très très particulière, notamment par exemple avec du coup des survêtements comme les Jimmys, avec ses cheveux longs, blonds, etc. Et qui après sa mort, nous avions appris qu'il était en fait l'un des plus gros pédophiles de l'histoire de l'humanité en fait. Et le fait que Jimmy Crystal se soit inspiré de cet homme-là sans savoir qu'il était pédophile, et donc il va quand même propager le mal que cet homme-là propageait dans la vie réelle sans le savoir, ça crée un contraste qui est assez intéressant sur l'idée du culte de la personnalité, c'est qu'on peut se servir de la télé, on peut se servir d'histoire, de mythes, d'imagination on va dire, de mise en scène, pour convaincre tout un peuple que l'on doit nous suivre en fait. C'est exactement ce qu'il tente de faire à la fin du film, en essayant de faire passer Ralph Fiennes pour Satan, et c'est ce qu'il essaye de faire durant tout le film quand il raconte des bobards à tous les Jimmys,
pour les convaincre de rester avec lui et de faire partie de sa secte en fait. Donc il y a quelque chose qui est très intéressant, assez politique et poétique dans son personnage que je trouve plutôt réussi. Du coup avec les Jimmys, il y a un côté aussi bien sûr très Orange Mécanique, c'est que dès l'instant où je les ai vus à la fin de 28 ans plus tard, j'avais vraiment ce côté Orange Mécanique, ces adolescents rebelles révolutionnaires qui sont en train de créer l'anarchie dans un monde qui est déjà anarchique. Donc il y a ce côté-là bien sûr que je dois évoquer, parce que pour moi c'est un peu... Je pense qu'on est un peu sur le Orange Mécanique moderne concernant ce groupe-là. Bon, peut-être pas aussi mémorable, parce que peut-être que les films sont pas excellents à ce point et ne seront pas aussi cultes que Orange Mécanique, je ne pense pas. Mais bien sûr, il y a un côté très généreux Orange Mécanique qui rend ce personnage encore plus fascinant dans leurs inspirations. Donc on comprend le fonctionnement des mains, donc des doigts du coup, où à chaque fois Jimmy, pour son sadisme et pour son cynisme personnel, va laisser une chance à quelqu'un de tuer l'un de ses membres pour rejoindre ses mains, entre guillemets. Donc c'est un peu les cavaliers de l'apocalypse. Sauf que Jimmy, pour se faire plaisir, aime bien avoir un petit combat un peu barbare pour rejoindre sa quête, on va dire. Et c'est là qu'on avait eu toute la séquence assez choquante quand même de Spike qui se fait violenter. Pour un gamin, ouais, c'est assez choquant de voir un gamin se faire violenter par ses Jimmys. Et on le voit quand même réussir à buter le gars en touchant une artère sur sa jambe, donc ça gicle de sang de partout. Donc c'était une séquence qui était assez choc déjà pour démarrer le film, et c'était assez intéressant pour le coup. Donc ça marchait assez bien. Et bien sûr on avait toute la séquence de la ferme, de la cabane, où du coup ils vont du coup, bah ça faisait très Sinners, hein, le Jimmy du coup qui veut rentrer dans l'appart et on lui dit qu'il est pas le bienvenu, hein. C'est assez marrant. Bon, léger côté Inglourious Basterds dans cette vibe-là, parce qu'il se fait passer pour quelqu'un d'amical, bien sûr. Et donc, il va commencer à torturer ce groupe de survivants, à leur arracher la peau, ce qui est quelque chose de très violent, de très viscéral, même si la mise en scène évite de nous montrer de façon trop frontale. Donc c'est pour ça que ça va, que ça se regarde. Mais c'est vrai que je pense que ce qui peut choquer les gens, c'est vraiment l'enchaînement de toute cette séquence-là. C'est on leur enlève la peau, il y a Spike qui est en train de vomir de dégoût, il va essayer d'organiser un nouveau duel à l'arène entre un gars qui va se faire torturer, éviscérer par la meuf qu'il a choisie, la meuf qui se prend un coup de crochet sur le crâne, et puis le reste des Jimmys qui se font immoler vivants. C'est une séquence qui est assez hard, pour le coup, assez particulière. Mais pour moi, ça participe au fait que Jimmy Crystal, c'est un personnage qui a le pouvoir quand tout est maîtrisé, quand il a l'ascendance avec son groupe, mais dès qu'il y a un élément qui part en couille, bah d'un coup, plus rien ne va et tout peut partir en cacahuète et tout peut se terminer en bain de sang en fait. Donc je trouve qu'il y a ça qui est intéressant avec cette séquence. Après il y a aussi, on retrouve un peu le côté idéal féminin bien sûr de Alex Garland, ou bien sûr la femme qui est vue comme faible est en fait la plus forte du groupe et arrive à complètement démolir l'homme aussi. Ça vous l'interprétez comme vous voulez, moi ça m'a pas dérangé plus que ça dans la scène en elle-même on va dire. Et donc, mais je trouve que ça me participe bien à nous montrer le personnage de Jimmy Crystal. Et à quel point c'est un giga menteur, un giga arnaqueur aussi, c'est aussi ça qui est marrant, c'est que c'est un giga arnaqueur. C'est que le personnage raconte toujours la même chose, raconte des bobards, piège tout le monde, mais il y en a qui commencent à douter, c'est qu'on a un peu tous les clichés, on a un peu tous les stéréotypes de la secte dans son groupe, c'est qu'on a lui qui est le gourou, on en a une qui commence à douter, donc Erin Kellyman, on en a une qui est complètement dévouée, et d'autres qui commencent à paniquer et à avoir peur. Donc on exploite assez bien pour moi le spectrum un peu de la secte avec ce personnage-là également. Également notamment avec toute la partie où Spike ne veut pas tuer la femme et donc va essayer de la laisser partir, surtout que c'est une femme enceinte, donc encore une fois l'idéal féministe de Alex Garland où une femme enceinte arrive à causer autant de bordel dans une séquence, donc il y a aussi ça, vous le prenez comme vous voulez, moi ça m'a pas dérangé plus que ça encore une fois, je vais dire ça à chaque fois. Donc il y a ça qui est intéressant, et donc le fait qu'il va essayer de se raconter des bobards en disant ok, on va demander à Holness, j'ai parlé à Satan dans ma tête, je vais entendre sa voix pour qu'il me dise quoi faire, et du coup en fait c'est juste lui qui se simule des histoires pour commander son groupe. Donc il y a vraiment ce côté manipulation qui est assez intéressant jusqu'à qu'on arrive à Ralph Fiennes. Donc l'arc de Ralph Fiennes pour le coup est un arc qui est beaucoup plus contemplatif, beaucoup plus posé, beaucoup plus humain, parce que du coup c'est l'arc inverse de Jimmy. C'est que Jimmy lui c'est un personnage qui est là pour prôner la mort, qui voit les zombies comme une malédiction de Dieu, qui se voit comme l'envoyé de Satan qui doit propager la haine et punir le monde pour ce que Dieu lui a fait subir. Là où Ralph Fiennes, du coup, Ian Carlson, c'est un docteur, c'est un médecin. Donc c'est un personnage qui par essence a du respect pour la vie, et aime la vie et veut sauver la vie, ou honorer la vie s'il ne peut pas la sauver. Notamment avec son ossuaire, son temple de l'os qui vénère et rend hommage aux morts du coup. Et dans ce film-là, on sent que lui, contrairement à Spike qui est coincé dans cette communauté de barbares, lui il commence à se sentir seul. Ça fait 28 ans qu'il est seul, il a besoin de compagnie, de liens humains, de relations, et c'est ce qu'il a du coup avec le personnage de Samson, qu'il a appelé Samson par rapport bien sûr à la mythologie grecque avec cet homme très fort aux cheveux invincibles.
Mais du coup, il essaie de faire de Samson son meilleur ami en fait. Il s'attache beaucoup à lui. Et moi, j'ai jamais vu un truc comme ça, moi, dans un film post-apo, dans une œuvre post-apo, c'est le fait de dézombifier un zombie. J'ai jamais vu ça ailleurs. Et je trouve que c'est une idée qui est assez intéressante de vouloir devenir ami avec un zombie, de le parler, de collaborer avec lui. Et je trouve que c'est assez cohérent avec ce que le premier 28 ans plus tard nous montrait dans son intro, c'est que les zombies provenaient de singes qui avaient chopé la rage, il me semble. Et on voit par rapport à ce que nous montre Ralph Fiennes dans ce film-là, que ces zombies, du coup, en fait, ont un problème psychologique. C'est ils sont contaminés par la rage, mais donc ils ont besoin d'être détendus par la morphine, et cette rage se rajoute en supplément d'un problème d'amnésie et d'un problème de vision. En fait, les zombies, c'est la première fois dans la saga qu'on a la vision des zombies. Quand les zombies voient un bébé, ils voient un monstre, ils voient un zombie en fait. Donc je pense aussi qu'il y a un parallèle sur l'humanité qui est assez intéressant sur... Bah en fait, l'humain mérite de crever parce que l'humain est un monstre, et les zombies tuent des humains parce que les zombies voient des humains comme des monstres. Donc à partir de là, si tout le monde se voit comme des monstres, qui sont les vrais monstres en fait? Donc il y a ça qui est intéressant. C'est aussi ça, c'est qu'il y a un côté très Last of Us, sur le fait la vraie menace, ce ne sont pas les infectés, mais ce sont les humains qui sont derrière, et les regroupements d'humains qui sont en train de gâcher l'humanité, le reste de ce qui reste de l'humanité. Donc c'est ce qu'on a avec Samson du coup, et je trouve ça super intéressant le cheminement qu'on a créé pour ça. Du coup j'aime bien cette idée d'avoir un docteur qui, juste en faisant de la psychose, en faisant des espèces de sessions de thérapie, en donnant de la morphine, va tenter de transformer un zombie en homme, en fait, de lui faire parler, de lui redonner son humanité. Et c'est le but de sa vie, en fait, c'est de faire de cet ami-là sa réussite, en fait, sa réussite personnelle, le fait qu'il a enfin réussi à améliorer l'humanité, ne serait-ce que pour un individu, en fait. Qu'il a réussi à créer une sorte d'antidote qui pourrait sauver l'humanité. Et je trouve que l'arc de Ralph Fiennes, c'est assez touchant parce que du coup, on voit un peu sa vie personnelle, on voit les photos de lui avant l'apocalypse, quand il était jeune, on voit ses vinyles avec la musique qu'il écoute, qui bien sûr sera un foreshadowing pour la suite du film. On voit son petit repère où il se sent très très seul, on voit ses morphines, on voit qu'il est limité dans sa morphine, qu'il n'a pas peur de la mort, parce qu'il a vécu seul depuis tellement de temps, il a côtoyé la mort tellement de fois, il vit à travers la mort, que du coup pour lui mourir ne lui fait pas peur tant que ça pourra peut-être servir la vie en fait. Donc je trouve qu'il y a ça qui est super intéressant, avec cette séquence où il regarde les étoiles avec Samson et il se réveille et voit que Samson ne l'a pas tué entre guillemets. Une relation qui est assez intéressante, il y a aussi une déconstruction claire et nette, hein. C'est ça qui pourra diviser les gens, c'est une déconstruction du zombie de 28 ans plus tard. Dans 28 ans plus tard, le zombie Samson, les zombies alpha étaient très très terrifiants parce qu'ils étaient très musclés et parce que leurs stéroïdes étaient améliorés entre guillemets. Là du coup on le déconstruit très clairement avec les séquences où du coup tu as Ralph Fiennes du coup qui danse avec le zombie, qui lui donne à manger, qui s'assied à côté de lui, qui lui raconte sa vie. Donc il y a une humanisation que j'ai rarement vue dans une autre œuvre de zombie, mais que je trouve assez bienvenue et assez bien gérée et assez touchante. Ça aurait pu être ridicule, comme avec Jimmy, comme avec tout ce qui a été instauré dans ce film-là. Tout aurait pu être ridicule, au final tout est assez cohérent et tout marche assez bien. Donc je trouve qu'on a une évolution qui est assez touchante et qui fonctionne assez bien encore une fois, jusqu'à qu'il découvre que du coup c'est sa vue le problème, et donc il réussit à corriger sa vue, et donc Samson ensuite va découvrir d'où il vient. Et je trouve ça d'autant plus touchant quand on apprend que Samson est devenu zombie quand il était enfant. Et en fait, on est sur un enfant dont la vie a été volée par cette épidémie, par les erreurs de l'humanité, et qui a donc passé la majorité de sa vie en tant que zombie écervelé, et qui a donc perdu sa vie adulte à cause de ça. Donc en fait, à la manière de Jimmy, Samson aussi est un enfant. C'est un enfant qui a besoin d'aide, et qui, une fois qu'il retrouve cette aide, mais il redevient humain, ses yeux rouges redeviennent des yeux normaux, on va dire, et c'est là que tous les zombies sentent qu'il n'est plus un vrai zombie, et donc ils vont essayer de tous le tuer. Donc je trouve qu'il y a un retournement de situation qui est assez intéressant, et en même temps je trouve qu'il y a aussi ce parallèle avec le fait que du coup, il voit la lune, et là pareil, Meret j'avais dit que pour lui, le fait que le premier mot qu'il dit ce soit lune, la lune qui est plus un symbole de féminité, de douceur, par rapport au soleil qui représente la force, la flamme, on peut peut-être revoir une thématique un peu sur la féminité, le progressisme de Alex Garland. Après, vous le prenez comme vous voulez, ça ne m'a pas dérangé encore une fois. On peut aussi voir ça dans le fait qu'au début, il mange de la viande, il mange des cervelles, et à la fin, il mange des fruits et des fraises. Donc est-ce que ce serait pas encore une thématique écolo-progressiste de la part d'Alex Garland ? Encore une fois, vous le prenez comme vous voulez. Après, pour moi, c'est pas plus dérangeant que ça non plus. Par exemple, après, pour vous, ça peut vous déranger comme avec Meret, donc ça dépend de votre point de vue, encore une fois. Donc, je vous le dis, j'essaie de voir tous les points de vue possibles. Donc, il y a ça qui est assez intéressant dans son personnage-là, jusqu'à que, du coup, il retrouve Kelson. Et il le remercie à Memento Mori, et il prend son corps, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire de son corps. Mais il y a ce petit côté, ce petit côté Dieu qui donne la vie à Adam, du coup avec Samson, ce qui est assez touchant et assez fort, en parallèle avec l'Antéchrist qui arrive pour confronter Kelson. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, Kelson c'est un personnage qui semble apparemment être athée, parce qu'il est docteur et médecin, mais il a un arc qui fait très biblique, dans sa fin, dans sa mort, dans ce qu'il a vécu.
dans son respect pour la mort, dans le fait qu'il ait bâti un temple, et dans sa tentative de ramener la vie via cet homme fort, musclé. Donc je trouve qu'il y a un côté quand même très mythologique dans l'arc du Dr. Coulson, qui est fascinant parce qu'en plus ça se met totalement en contraste avec Jimmy. C'est ça qui est super cool quand on confronte les deux, c'est que du coup tu as cette séquence que je trouve très marrante où du coup tout le monde pense que Coulson est Satan parce qu'il est dans la vision sataniste et complètement extrémiste de cette secte. Il voit tous Coulson comme le diable parce qu'il a une peau rouge, ce qui est l'iode. Il manipule, il a un temple de l'os. Et du coup, il réussit à contrôler entre guillemets un zombie. Donc il y a ça qui est super intéressant. Donc j'ai beaucoup cette séquence du coup où Jimmy rentre dans le temple de l'os. Et à la fois tu vois que Jimmy, il fake, c'est que Jimmy fait croire aux gens qu'il a déjà vu ce temple de l'os, que ça fait partie de ses visions, que c'est l'un des royaumes de son père qui est Satan. Alors qu'en fait non, il sait pas ce que c'est. Donc en vrai j'aime bien le jeu de Jack O'Connell quand il rentre dans le temple de l'os où à la fois il est excité, à la fois il a peur, à la fois il est obligé il doit faire croire qu'il connaît ce monde-là. Et donc quand il va rencontrer Ralph Fiennes, il sait très bien que c'est pas Satan, mais il va quand même penser que c'est lui, il va dire que c'est lui. Et Ralph Fiennes ensuite va dire qu'il est pas Satan, qu'il est juste le Dr. Ian Coulson. Donc je trouve qu'il y a une confrontation des idéaux qui sont assez intéressantes, notamment la discussion où les deux parlent de l'ancien monde, où tu as du coup tu as Jack O'Connell, du coup Jimmy, qui parle de son passif avec son père, avec la télévision, du fait qu'il se rappelle de presque rien. Et du fait que du coup Coulson lui se rappelle de la vie, se rappelle de la société, d'à quel point on a perdu cette société. C'est une séquence assez humaine qui met en valeur ces deux personnages ensemble. On voit à quel point, sans être religieux, Coulson c'est quelqu'un qui veut quand même soigner Jimmy, c'est qu'il voit peut-être le trouble qu'il y a en Jimmy et comment son enfance a été gâchée par cet apocalypse. Et ce Jimmy qui ne sait pas vraiment à quoi ressemblait le vrai monde et qui va en savoir plus par Coulson. Et Coulson lui-même a vécu tellement longtemps dans ce monde post-apocalyptique seul qu'il n'a que des bribes et que même lui a plus ou moins perdu son côté sociétal dans cet aspect-là. Donc je trouve qu'il y a un aspect qui est intéressant jusqu'à que Jimmy le menace de mort. Donc là, a priori, Jimmy redevient méchant. Donc je trouve qu'il y a une confrontation des visions entre ce médecin qui veut sauver la vie athéiste et ce sataniste qui a été manipulé par la religion et qui a déformé la religion à cause de son âme d'enfant qui n'a jamais grandi, qui est très intéressant. Et du coup, ça va mener à ce climax qui est absolument incroyable. J'étais pas prêt encore une fois. Pour moi, c'est digne de la fin du précédent avec le côté Power Rangers. Cette séquence où tu as Coulson qui va complètement être théâtral, assumer le côté théâtral, porter une veste noire, se maquiller en noir, se maquiller en mode métal et mettre du Iron Maiden et j'aime beaucoup, je trouve, il y a un petit côté Rocky qui est assez marrant. C'est que du coup, il va se servir, comme il est plus âgé, comme lui, il a connu l'ancien monde, il va se servir de la technologie de l'ancien monde pour créer un spectacle qui va surprendre, du coup, la secte qui est composée de jeunes personnages qui, eux, voient ça comme de la magie, tellement leur vision est primitive. Et du coup, il va se servir de ça pour faire un show de fou. Ça, je trouve, il y avait un côté très Puy du Fou, je trouvais, c'était tellement particulier comme climax. Oui, il va se faire passer pour Satan, il va danser, chanter, se balader sur tout le temple, mettre des flammes de partout, porter des tenues anti-flammes pour s'agrémenter de flammes encore une fois. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, tu as Jimmy qui a dans la scène, t'as Jack O'Connell, il est à fond, il danse, il est à fond dans la nervosité de la scène. Donc c'est assez marrant. Donc il y a quelque chose de très drôle de voir Ralph Fiennes se jouer à fond son personnage. Encore une fois, j'ai jamais vu Ralph Fiennes encore autant prendre son pied dans un film depuis peut-être Grand Budapest Hotel peut-être. Mais là, il prend son pied, il s'amuse, il va à fond dans le délire. Et à la fois, tu sais qu'il joue quelque chose qu'il n'est pas. Et à côté, tu as Jimmy qui savoure cette séquence-là en sachant que c'est faux et que c'est une mise en scène. Et là, encore une fois, et il y a un côté vraiment très méta sur le cinéma. C'est que du coup, Jimmy est un producteur qui va demander à un artiste de créer une œuvre qui doit propager sa vision sataniste. Et en fait, on est presque sur une sorte de spectacle de théâtre ou de film où tu as un producteur qui est satisfait par ce qu'il voit, qui voit un acteur qui assume à fond le contrat, le cahier des charges qu'on lui a demandé de faire, jusqu'à qu'à la fin, du coup, Ralph Fiennes fait tellement le méthode actor que jusqu'au bout, il va commencer à dépasser les ordres du producteur, et c'est là qu'il va payer. C'est que le producteur va pas accepter ce que va lui dire, et le producteur va le tuer, du coup. Donc je trouve qu'il y a un côté méta par rapport au cinéma qui est assez intéressant sur cette séquence très mise en scène, très théâtrale, où du coup, au moment où Ralph Fiennes se rend compte que Spike est là, il va accepter de tuer, d'essayer de faire tuer Jimmy avec son pouvoir, avec son imposance à la Satan, ce qui ne va pas marcher. Du coup, le producteur le punit et le poignarde. Pour vous, Spike n'évolue pas tant que ça. C'est que Spike, il y a des séquences où il est à deux doigts peut-être de tuer la femme avec son arc et ses flèches. Il y a des séquences où il est à deux doigts peut-être de passer de l'autre côté, mais il y passe jamais vraiment. C'est un personnage qui reste positif, qui va essayer de trouver la confiance de Lynn Kellyman. Et c'est pas un personnage qui évolue vraiment. Spike, c'est vraiment un personnage qui est là plus pour être spectateur d'une autre vision de la société qu'est la vision des Jimmys. Et donc je trouve qu'il y a un côté intéressant sur ça, mais c'est vrai que Spike, pour le coup, on est un peu sur une pause à son épopée, c'est que son épopée continue, son chemin continue, mais c'est plus le centre. Et je pense personnellement que quand le troisième film sortira, s'il sort,
je pense que même si l'épopée de Spike va continuer et va enfin trouver une conclusion, à mon avis, le personnage principal sera beaucoup plus Cillian Murphy que lui, je pense, parce que son film à lui, c'était vraiment 28 ans plus tard, et cette nouvelle trilogie est tellement là pour nous créer une sorte de nouvel univers de lore, de vision de l'humanité différente, qu'à mon avis, il s'est fait exprès que chaque film soit focalisé sur un personnage à chaque fois, et que d'autres personnages soient reliés à différentes échelles de plans d'importance. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui est intéressant, c'est en ça qu'on voit que les films sont très différents l'un à l'autre, du coup le 1 et le 2, le 1 et le 2 du coup. Donc du coup, Kelson meurt. Donc, et du coup, Jack O'Connell se fait avoir, se fait piéger, toute sa secte part en couille et se fait exécuter, et à la fin, du coup, il se fait crucifier en tant qu'antéchrist, donc il devient l'antéchrist, ce qui est assez intéressant visuellement, et du coup, j'ai bien aimé cette séquence qui m'a beaucoup fait penser à Batman Begins, avec le côté gaz de la peur, où t'as l'épouvantail qui voit Batman comme le diable, où du coup, comme Kelson a drogué tous les membres de la secte, bah du coup, Jimmy voit Satan en Samson, donc c'est très marrant parce que Samson représente plus ou moins l'espoir de l'humanité, il représente le Adam d'un nouveau monde d'humains potentiellement, mais Jimmy lui le voit comme Satan. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant, où du coup à la fin, bah, encore une fois, vous le prenez comme vous voulez, où du coup, comme au début de 28 ans plus tard, Jimmy est rejeté par son père, donc là son père idéaliste qui était Satan pour lui, et il va donc implorer et appeler sa mère. Donc est-ce que c'est encore un appel au féminisme par rapport au patriarcat ? Je vous laisse l'interpréter comme vous voulez, mais je trouve que ça crée un arc assez triste et assez pathétique pour un personnage aussi cruel que Jimmy. C'est un personnage qui a été abandonné par son père, qui a été éduqué dans une vie, qui a été fourvoyé par une vision qui a complètement déformé sa perception de la société, et qui a choisi de devenir un vecteur de l'apocalypse, et qui à la fin est puni pour ça, et donc il va donc mourir en étant rejeté une dernière fois par son père, et en voulant proclamer sa mère qui n'a jamais été là. Et c'est peut-être l'absence de féminité, l'absence de matriarcat, entre guillemets, qui a fait de lui le monstre qu'il est devenu. Donc encore une fois, il y a la vision très Alex Garland du personnage est assez intéressante, que l'on aime ou pas, encore une fois. Mais je trouve que son arc est super cool, comme celui du coup de Kelson, du coup, qui meurt en ayant vu tout ce qu'il voulait voir. C'est que Kelson, c'est un personnage qui veut créer la vie, qui doute, qui pense qu'il a plus beaucoup de temps. Kelson, c'est un homme bien, c'est un personnage qui veut vivre, parce qu'il veut voir son œuvre s'acheminer jusqu'au bout. Et quand tu as Jimmy qui arrive, il a peur de la mort, il sait qu'il va mourir, et donc il veut accélérer le processus pour sauver du coup Samson. Et j'avais peur qu'il nous fasse le dire où il meurt sans savoir que Samson avait bien été guéri, ce qui avait fait un peu la fin tragique, entre guillemets. Mais finalement, Samson revient à lui, et donc la dernière chose qu'il voit avant de mourir, c'est Spike qui est sauvé, qui va enfin pouvoir vivre sa vie. Donc il a sauvé Spike, du coup, il l'a libéré de ce fardeau. Kelson se fait passer pour Satan, et ça se voit que ça lui fait mal de se faire passer pour Satan, parce que du coup, il voit cette secte de jeunes hommes manipulés, torturés, être fidèle à Satan, et lui il essaye de jouer son jeu, mais ça se voit que ça lui fait mal de jouer Satan, quoi. Il veut pas, parce que Satan c'est l'opposé total de ce qu'il est lui, et donc le déclic c'est vraiment quand il reconnaît Spike sous le masque, et quand il voit Spike il se rend compte que non là il faut que je sauve Spike, il faut que je démantèle ce groupe, il faut que je fasse tuer Jimmy, et que même si je dois mourir, il faut que je sauve ce jeune homme, quoi. Donc au final Kelson meurt en sauvant Spike à la fin. Et en plus, à la fin, il voit que sa thérapie a marché et que Samson a été sauvé. Donc il a une fin qui est assez positive. Je sais pas ce que Samson va faire du corps de Kelson, mais je trouve qu'il y a une fin assez poétique, assez belle. Je trouve ça juste un poil violent que Spike se barre comme ça, alors que Kelson est en train de crever. Ça m'a un petit peu dérangé, j'avoue. Je sais que Kellyman lui a dit de partir vite, mais ça m'a un peu dérangé quand même, je vous l'avoue quand même, c'était pas le truc que j'ai le plus kiffé du film. C'est assez ironique que du coup le monument aux morts devienne une espèce de monument satanique de mise en scène avec l'antéchrist au centre. Donc il y a un côté très très particulier, qu'on a vraiment ce côté religieux qu'on n'avait jamais vu dans la franchise avant, parce que la franchise avant traitait beaucoup plus de thématiques capitalistes, sociétales, sur la Grande-Bretagne. Là on est plus sur des visions religieuses et idéologiques, et du coup c'est là qu'on arrive à la séquence finale du film. Du coup, bien sûr, avec l'arrivée de Cillian Murphy, une mise en scène, je sais pas du tout, je crois que c'est la même ferme, là, je crois que c'est le même champ où il habitait dans le premier 28 ans, à la fin de 28 jours plus tard, je crois que c'est le même truc. Après, a priori, mais du coup, j'aime bien le fait qu'on le révèle de façon sobre et subtile, c'est qu'on va pas te faire une giga mise en scène de fou pour nous le ramener, c'est un daron, il éduque sa fille. Donc il fait des leçons d'histoire à sa fille, ce qui montre que du coup le personnage de Cillian Murphy pour le coup est un personnage positif. C'est que beaucoup de personnes se sont plaints de la critique du patriarcat et du côté un peu woke de Alex Garland. Mais le truc c'est que Alex Garland, bah oui, Aaron Taylor Johnson c'est peut-être un connard de père qui est blanc aux yeux bleus,
mais Ralph Fiennes aussi, c'était un personnage caucasien blanc aux yeux bleus, tu vois. Donc pour moi 28 jours plus tard, c'était peut-être progressiste certes, mais c'était pas woke non plus. C'est que tu avais un personnage blanc négatif, mais tu avais un personnage blanc positif. Et dans ce film-là, on voit clairement que Cillian Murphy, parce qu'ils auraient pu faire ça, ils auraient pu déconstruire Cillian Murphy et en faire un giga connard, à la Luke Skywalker un peu. En fait, non, on voit que c'est un homme bien, qui éduque sa fille, qui lui raconte, qui lui fait des leçons d'histoire qui sont là pour nous rappeler qu'il ne faut pas reproduire les erreurs du passé, encore une fois. Donc on voit que c'est un bon père, qui a de bonnes valeurs. Donc c'est leçons d'histoire qui nous récapitule un peu tout ce qu'on a vu, du coup, dans les films 28 jours et 28 ans plus tard. Donc il y a un côté méta qui est assez marrant sur lui, qui raconte cette histoire-là, qui résume en fait tout ce qu'on a vu avant dans le film. Donc c'est assez cool. Et donc on suppose du coup, je me demande parce qu'à la fin de 28 jours plus tard, il y a un avion qui les voit, je crois. Est-ce que l'avion s'est arrêté? J'ai pas l'impression. Et sinon, on suppose que sa femme est morte, du coup, c'est Selena. Et on suppose que la fille qui était avec eux, leur fille de substitution qui était avec eux dans 28 jours plus tard, est morte aussi. Donc ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui est arrivé aux rescapés de 28 jours plus tard, qu'est-ce qui leur est arrivé, est-ce qu'ils sont morts, où sont-ils, et pourquoi du coup Cillian Murphy est seul avec sa fille. Donc j'aimerais bien savoir ce qui lui est arrivé. Et puis l'avantage maintenant, c'est qu'au final, ils ont quand même fermé beaucoup des arcs de 28 jours plus tard, c'est que tout l'arc Jimmy, tout l'arc Ralph Fiennes, c'est clos. En vrai, le seul truc qu'ils ont mis en suspens qui n'a pas encore été réinstauré, c'est le village en fait. C'est le village de Spike avec Aaron Taylor Johnson, avec le bébé qui est immunisé contre le virus. Donc il y a aussi ça, parce que en vrai, Samson... Je pense pas que Samson on le reverra, je pense que son arc à lui est terminé, mais il était surtout là pour nous créer cet espoir de peut-être pouvoir sauver l'humanité. Après, je vois pas la saga 28 jours plus tard se terminer sur un délire type antidote, on sauve l'humanité. Je pense qu'on va avoir des petits éléments d'espoir. Samson, le bébé qui a été sauvé par le placenta, mais sans plus. Je pense pas qu'il va y avoir un délire d'élu, de sauveur. Je pense que l'histoire va quand même rester à une échelle plutôt humaine. Donc après on verra si le tout délire du Brexit va reprendre dans le troisième film et si l'humanité va enfin accepter de sauver la Grande-Bretagne. On peut aussi terminer sur ça. Mais je pense du coup que le prochain film va confronter du coup le personnage de Jim, de Cillian Murphy, au village de Spike, qui j'imagine sont partis chercher Spike, donc Aaron Taylor Johnson, parce qu'on rappelle que le village, dans 28 ans plus tard, le village était mis en avant comme un village positif, mais en vrai, le village, c'était une secte. C'était clairement une secte militaire, avec des masques, qui célébrait la violence, qui célébrait des voyages initiatiques de mort. Donc on sentait que c'était une secte où je crois qu'il n'y avait que des personnages blancs, je crois, dans la secte, je ne dis pas de conneries. Donc c'est aussi ça que je trouve très intéressant, c'est que Spike, c'est un jeune enfant qui est encore très jeune, très immature, qui a des idées qui ne sont pas fixes. Mais il provient d'une secte qui peut être antagonistique par la suite. Donc faut voir qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'on connaît pas le background de Cillian Murphy, on sait pas si on verra ce fameux village négatif, et quel arc ils vont pouvoir nous instaurer par rapport à ça. Donc en vrai ils sont assez libres je trouve sur l'histoire qu'ils pourraient nous raconter pour le dernier film. Donc en espérant que le dernier film se fera, que Danny Boyle reviendra, et que la conclusion de cette saga soit assez réussie pour le coup. Et que du coup le comeback de Cillian Murphy ne soit pas vain. Comme je vous l'ai dit, c'est un film que j'ai quand même beaucoup apprécié, c'est que formellement c'est clairement inférieur à 28 ans plus tard, mais je trouve que la mise en scène plus contemplative quand même est plus cohérent avec les intentions plus posées, plus psychologiques de ce film-là que le précédent. La photo est correcte, la musique est correcte, ça reste en dessous de 28 ans plus tard, tout est en dessous de 28 jours plus tard aussi bien sûr, mais l'acting, les thématiques, l'histoire, les parallèles philosophiques, théoriques, etc., théologiques, etc., font que je trouve ce film assez réussi, assez intéressant, et c'est un film qui prête vraiment beaucoup à réflexion, et c'est ça que j'ai trouvé cool, tout en gardant cette identité très britannique, surprenante, jamais vue, que Danny Boyle nous avait ramené dans 28 ans plus tard, qu'on retrouve notamment avec la séquence en mode Iron Maiden qui m'a complètement sorti du truc. J'étais en mode what the fuck, c'est quoi cette dinguerie? Donc un climax très atypique pour un film assez atypique dans le paysage audiovisuel, donc j'espère que cette trilogie va se terminer. Et puis je dois vous avouer que les notes du thème de John Murphy à la fin, et puis t'as le générique qui arrive et tu as la musique de 28 jours plus tard qui pop. Je suis resté devant le générique juste pour la musique parce que j'adore cette musique. Et clairement oui, la BO de tous les films sont clairement en dessous de la musique de John Murphy dans 28 jours plus tard. Ça clairement, parce que j'avais vraiment les frissons et j'étais tellement content de réentendre enfin cette musique qu'on réclamait tous dans 28 ans plus tard, dans la suite, pour conclure le retour de Cillian Murphy, en espérant que la suite arrive et qu'on ait cette musique qui revienne. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du coup de cette suite à 28 ans plus tard. Est-ce que vous avez apprécié détester? Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi j'ai plus qu'à vous remercier à tous d'avoir vu cette vidéo. Et ciao.